Le seul danger, c'est que votre site internet est moins référencé que celui de Booking. Et si Booking ferme l'accès, vous ne serez plus du tout visible sur Internet. Il faudra beaucoup d'années pour pouvoir revenir sur visible sur Internet. Non, il faut essayer de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Une fois qu'on est avec Booking, il faut essayer. Quand on est à 80%, la diminution, la dépendance elle est forte, donc le risque il est important aussi pour vous. Demain, si ça passe à 20, à 25. Mais bon, on ne peut pas faire différemment. Disons qu'il faut faire la même chose, mais en essayant de réduire cette dépendance. Oui, mais bon, comment vous faites? On va voir. Maintenant, on laisse Mathieu donner des explications, et puis ensuite... Là, Booking est un cas pour les hôteliers et les chambres d'hôtes. Pour les autres, ça va être moins intéressant. Donc, je vais aborder un petit peu tout. Bon, je savais qu'il y avait des chiffres clés que Guénel a présenté tout à l'heure. Je ne sais pas si le reflet, c'est bon, si ça vient de derrière. Je voulais juste vous mettre ça, parce que j'aime bien une enquête de 2013 sur les clients British Airways. Et vous avez le pourcentage en 2003 et le pourcentage en 2013. C'est juste pour... Voilà, je ne donnerai que ça comme chiffre, mais c'est pour montrer l'évolution du comportement des consommateurs sur des clients, encore une fois, qui sont dans le fichier de British Airways. Donc, évidemment, il y a pas mal d'anglais, mais pas que. Mais forcément, ils prennent l'avion, donc ils sont plutôt CSP+, on va dire. Voilà, donc ça, c'est ceux qui réservent sur le web. Ils étaient 13% en 2003, ils sont 76 en 2013. C'était juste pour l'importance. Ça a déjà été suffisamment souligné, mais voilà, il y a un basculement en 10 ans assez net et assez important. Alors, avant d'avoir les approches spécifiques par filière sur la vente en ligne, je vais juste revenir sur les fondamentaux qui sont valables pour tout le monde. Parce qu'il y en a quand même. Les fondamentaux valables pour tout le monde, déjà pour vendre en ligne, il faut avoir les outils pour vendre en ligne. C'est une évidence, je sais, mais ça devait être rappelé quand même. Et là, vous avez donc deux choses. Vous avez les outils de vente en ligne ou de réservation en ligne, enfin, je ne sais pas comment, ça dépend de quel point de vue on se place, qui sont des outils métiers, et qui sont très spécifiques en fonction des filières, effectivement, et les outils d'encaissement. Les deux doivent être absolument compatibles et fonctionner ensemble. L'outil d'encaissement, c'est ce qui permet de débiter le compte du client et de créditer le vôtre, tout simplement. Donc ça va de PayPal, qui est un portefeuille en ligne qui est plus simple à mettre en œuvre, et qui potentiellement peut être aussi plus cher en exploitation, au système que vous propose votre banquier, qui va être SP+, on va les présenter rapidement. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut, quand vous choisissez votre booking engine, comme on dit dans l'hôtellerie, votre moteur de réservation, votre système de réservation, de vente en ligne, de vérifier avec quoi il est compatible. Parce que c'est pas une évidence. Les systèmes compatibles avec PayPal, par exemple, il n'y en a pas des tonnes. Voilà, il y en a qui, sur l'hôtellerie, il y en a qui font que ce qu'on appelle le paiement VAD, c'est-à-dire la ressaisie de la carte bleue sur le TPE. Vous savez, on ressaisit le numéro de carte bleue en garantie de paiement, souvent. C'est le paiement booking, par exemple, qui fonctionne comme ça. Donc on peut ressaisir, si on a un TPE, on peut ressaisir, vous devez peut-être fonctionner comme ça. On ressaisit le numéro de carte du client, la date d'expiration, les cryptos, et on prend le paiement. Avelpro, par exemple, qui est un outil très connu dans l'hôtellerie, ne fait que ça. C'est-à-dire si vous voulez lui greffer du paiement sécurisé en ligne pour vraiment prendre les... non, c'est pas possible. Donc voilà, il y a des choses, pas forcément d'évidence, les deux doivent vraiment bien fonctionner ensemble. Donc juste un petit panorama, et c'est pas exhaustif, attention, parce que je prends des risques. Les éditeurs de logiciels derrière vont me dire, attention, tu m'as pas dit, tu m'as pas cité, etc. Les plus répandus, on va dire. Sur l'hôtellerie, vous avez Azervit, c'est un outil des logis, des chaînes comme Relais Château, etc. Avelpro, Fast Booking, Book Assist. On a Vertical Booking qui peut être pas mal dans le sens où il a pratiquement toutes les fonctionnalités que peut proposer un Reservit, mais il est moins cher. Et le moins cher du moins cher, c'est, des fois ça me fait un peu du mal de le dire, mais c'est le Booking Button. Donc c'est le module de réservation que vous propose Booking. Vous pouvez intervenir. Que vous pouvez mettre greffé sur votre site et qui prend 3% de commission sur les ventes.
Oui. Non, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce qu'en fait, nous, on a. Bon, je l'ai mis sur une page anglaise, parce que c'est dans les. Et en fait. Parlez peut-être un tout petit peu plus fort si c'est pas. Et les gens, ils vont. Et en fait, ils reviennent par derrière, et après, ils reviennent par. Enfin. Et ça marche qu'une fois. C'est-à-dire que si vous y allez et que vous dites ah mince, j'ai oublié de regarder quelque chose, ils retournent sur votre site, puis ils disent ah oui, ah, et ils retournent sur Booking, et en direct, là vous les perdez. Ah, oui, voilà. Non, mais ça marche quand même, c'est-à-dire que quelqu'un qui sort sa carte bleue sur votre site internet via votre moteur de réservation. Moi j'en ai eu un. Oui. Voilà. Et sinon, après les gens ont communiqué avec moi et tout. Et en fait, sur leur réservation, c'était le tout fort, c'est-à-dire les 15%. Et c'était plus les 3%. Parce que la résa a été faite sur Booking. Voilà. Oui, bon, d'accord. Mais n'empêche que ça marche pas, ça marche très mal. Quoi. Ce que vous voulez dire, c'est pas que ça ne marche pas techniquement, c'est que vous avez peu de gens par cet intermédiaire. Non, c'est pas ça, c'est que les gens y vont. Et en fait, parce que comment je sais, parce qu'ils m'envoient des emails, qu'ils ont besoin de nouvelles, de plus d'informations, même si elles sont sur le site, mais bon. Là, du coup, ça renvoie sur un problématique du site web. Et en fait, comme ils vous ont vu que vous étiez Booking Button, et bien ils vont directement sur Booking. Et donc là, c'est plus 3%. Il faudrait vraiment regarder dans le détail, parce qu'il y a d'autres exemples où ça peut fonctionner. C'est pour ça que je suis là aussi. Le moteur est très bien. Il faut regarder le site. À mon avis, il y a des problèmes au niveau du le tunnel de conversion au niveau du site. C'est-à-dire qu'il n'est pas rassuré de A à Z jusqu'au bout et que du coup, il se sent plus en sécurité sur Booking. Oui, mais enfin, sur Booking, il y a moins d'informations que sur mon site. Non, c'est la sécurité. Bon, il y a un point très très important, c'est la confiance en fait. Je ne sors pas ma carte bleue sur votre site si je ne suis pas en pleine confiance. Donc, Booking Button qui est une possibilité parce qu'il n'est pas cher, quoi. Voilà, tout simplement. Il n'est pas cher, s'il marche, il n'est pas cher, on est à 3%. Bon, voilà. Si vous êtes déjà sur Booking, que vous ne voulez pas, un réservite, c'est 2 000 € un minimum par an, quelque chose comme ça à peu près, si on met tout ensemble. Donc voilà. Par contre, c'est indépendant. Ce qui est gênant, là, c'est que le Booking Button, c'est les mêmes dispos que vous avez sur le planning de l'extranet de Booking. Donc si vous voulez mettre toutes vos chambres en résa en ligne sur votre propre site, moins gênant comme une chambre d'hôte, mais encore que, c'est forcément le même stock que vous mettez sur Booking. Donc vous mettez tout sur Booking pour tout mettre sur votre propre site. C'est quand même la limite du système. Quoi. Voilà. Mais par contre, il n'est pas cher et quand on n'a rien et qu'on est déjà à 80% de chiffre d'affaires apporté par Booking et qu'on n'a pas d'outils de vente en ligne et qu'on n'a pas forcément les moyens de mettre 2 000 € dans un réservite ou dans un Abel Pro, etc., c'est une première approche qui est intéressante pour au moins les ventes en direct qu'on peut générer, et les faire à 3% au lieu de les faire à 15 ou à 17. Bon, les outils de camping, il y a des campings dans la salle? D'accord. Ils sont en vacances à cette époque-là. Les locations, ça s'appelle location, gîte meublé, ouais. Voilà. Il n'y en a pas des masses, mais il y en a quelques-uns. Alors, j'ai mis Booking Button plutôt pour les chambres d'hôtes, là, effectivement. Les sites de loisirs, alors là, il y a aussi pas mal de choses, c'est compliqué. J'ai mis 3 petits points, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été développées aussi sur mesure. Là, il n'y a pas de truc, enfin si, il y a un truc référent qui s'appelle IREC sur la billetterie, mais c'est fait pour les gros sites. Vous avez le Futuroscope qui marche avec ça, l'aquarium de La Rochelle, donc on est quand même sur du truc très cher, très efficace, mais bon. Et puis les boutiques en ligne aussi. Bon, on pourra y revenir éventuellement, et peut-être sur des cas précis. Et ensuite, donc là ça va plutôt concerner tout le monde, ça à chaque fois, les systèmes d'encaissement. Les systèmes d'encaissement, on a le mode VAD, enfin j'appelle le mode VAD, qui est en gros, j'ai un TPE, de toute façon il me faut un TPE parce que j'ai un comptoir, j'ai des ventes, je fais en direct, etc. C'est le cas des hôteliers, notamment, ils fonctionnent tous comme ça. Je configure mon TPE pour faire de la vente à distance, c'est-à-dire que mon TPE a une fonctionnalité en plus qui me permet de moi-même ressaisir les numéros de carte bleue des clients. Comme si finalement, comme quand on met le numéro de carte bleue en ligne, quand on met la même chose. Et le mode paiement sécurisé, où là il y a 3 options. Vous avez l'option que moi j'aime bien parce que c'est les systèmes techniquement les plus évolués en fait. Vous pouvez faire, vous acceptez tous les types de paiement, vous pouvez faire une 3 fois sans frais, vous avez une super interface de gestion. Voilà, vous pouvez personnaliser ce qu'on appelle le ticket. C'est un email de confirmation, vous pouvez le personnaliser. L'email de confirmation, c'est un outil marketing qui est sous-exploité à fond, quoi.
vous savez, c'est la confirmation de réservation en fait, qui est ouvert à 98%, un truc de fou quoi. Enfin, tout le monde l'ouvre ce type. Donc un email qui est ouvert à 98%, quand on fait du marketing direct, on se dit oula, peut-être intéressant. Je vais peut-être en profiter pour glisser 2-3 informations. Bon là vous avez la main complète là-dessus. C'est à peu près équivalent à ce que peut vous proposer votre banque. Qui va vous proposer SP+, enfin ça dépend de la banque à laquelle vous êtes, je ne me rappelle plus. Si SP+, c'est la caisse d'épargne, transaction, c'est le crédit agricole, enfin voilà, il y en a d'autres. Et puis vous avez les portefeuilles en ligne qui sont PayPal, il y en a d'autres. Hein. Voilà. Vous avez Paylib, vous avez entendu parler de Paylib? Votre banquier vous en a parlé? Non. C'est quelques banques qui se sont associées pour faire un portefeuille en ligne pour justement pas laisser le champ libre à PayPal complètement. Mais il n'y a pas toutes les banques françaises, il y en a quelques-unes. Bon là, à l'exception de ça, de ces portefeuilles en ligne, où en fait vous avez ce qu'on appelle des tiers de confiance, et c'est finalement c'est PayPal, on prend PayPal qui est le plus connu, mais enfin c'est la même chose pour les autres, qui se porte garant, si vous voulez, en cas de fraude, en cas d'un certain nombre de choses auprès du client. C'est lui qui apporte cette garantie-là, sinon ailleurs c'est la banque. Donc quand vous passez avec les portefeuilles en ligne, vous n'avez pas besoin de ce qu'on appelle un contrat VAD, en fait, contrat vente à distance. C'est obligatoire ça sinon, hein, pour vendre en ligne. Si vous vendez en ligne avec ce type-là d'outils, il faudra passer à la case banque. Vous serez obligé de passer chez le banquier et signer avec lui un contrat de vente à distance. Que vous utilisiez finalement sa propre solution ou pas. Il faudra un contrat de vente à distance qui vous autorise finalement à vendre en ligne et qui va négocier le taux de commissionnement carte bleue. Voilà. Je vous ai mis des rapports, des taux à peu près moyens. Si on a un petit volume d'affaires, ce qui est bien, c'est d'être à 0,8 à peu près. Pas dépasser. Je sais pas, vous l'avez fait ça déjà? Vous l'avez? Non. Vous travaillez comment alors avec VAD, on n'a pas de réservation directe pour l'instant. Mais si vous avez de la VAD, vous avez négocié. Ah oui, on a, oui, ça oui. Qui est spécifique potentiellement pour la vente à distance, justement. Oui, c'est ça. Ah, si, vous l'avez négocié, vous l'avez. Non, c'est pour avoir une idée du taux, du coup, vous savez. Moi, l'office de tourisme, on a démarré avec 0,8. Ouais. Quelques temps, on est passé à 0,4. Oui, mais ça dépend de la provenance de la carte. Ah oui, alors, oui, il peut y avoir aussi des American Express, des choses comme ça. Non. C'est-à-dire une master ou une visa française, Non. vous aurez le temps et si ça vient, si c'est Hors anglais, Europe. oui. Oui, mais hors UE. Voilà. Oui. Et après ça augmente. Non, mais si C'est pour ça qu'il ne faut pas se... Bon, là, je vous parle effectivement de l'Europe. C'est la majorité, quand même. Hein. Comment? Zone euro. En zone euro. Oui, zone euro. Pas l'Angleterre. Pas l'Angleterre. Ouais, exact, oui, il faut regarder. On le laisse séparer là maintenant. Ah, c'est tout moyen. Dans le métier. On ne va pas rentrer dans le détail, mais effectivement, il y a... En tout cas, vous avez des propos des fois qui vont jusqu'à 1,5, voire 2. Faites attention. En tout cas. Voilà. Si vous n'avez aucune idée des taux, vous avez une base déjà de réflexion qui est celle-ci. Ah oui, il y a les frais en plus, ça c'est juste plus de taux de commission. Là, effectivement, vous aurez les 20-30 euros par mois et l'installation au départ. Voilà, ouais, bon, voilà, mais c'est ça, c'est les banquiers, il faut faire attention. Non, faire attention. Vous avez, pour tous, vous avez des frais, je ne vais pas entrer dans le détail, je pourrais vous le mettre en annexe, mais il y a des frais d'installation. Sur cela, il y a des frais d'installation, ces deux-là. Des frais d'installation et il y a des frais fixes mensuels. Plus le taux de commissionnement carte bleue. Le taux de commissionnement carte bleue, c'est le rapport avec votre banque. Là, vous travaillez avec Paybox, par exemple. Paybox, il vous demandera, je sais pas, 25 euros par mois, je crois, pour la mise à disposition de son outil, de son TPE virtuel, plus 200 ou 250 euros en année 1 pour la configuration et l'installation et la connexion avec votre système de vente en ligne. Voilà. Après, c'est la banque qui prend. Je voulais répondre à la dame qui disait que c'était 800 euros l'installation. Non, il y a des formules où vous payez juste le TPE, tant par mois, plus la commission, mais moi j'ai pas le sabot, hein. Je fais tout en ligne, c'est un logiciel de paiement en ligne, et il n'y a pas de frais d'installation. C'est plus un paiement sécurisé, les gens ils préfèrent payer, rentrer leurs coordonnées avec un HTTPS que vous donnez les coordonnées. C'est sûr.
Donc voilà, les possibilités, ou sinon effectivement vous avez portefeuille en ligne ou PayPal, on va commencer à 3, il n'y a pas de frais fixes, mais on est à 3,4% d'entrée de jeu jusqu'à un plafond, je crois, de 2000 € mensuels. Après ça baisse, mais si on fait pas, si on fait moins de 2000 € de chiffre d'affaires par mois en ligne, avec PayPal, on aura 3,4% de commission. C'est quand même assez important. Voilà. Donc, il y a une espèce de calcul à faire, à partir de quel moment c'est intéressant, à partir de quel moment... Parce que quand on additionne aussi tous les frais fixes, si on a un faible niveau, par exemple une location où vous faites payer que les arts finalement en ligne, le solde vous le prenez sur place, et que les réservations sont quand même assez concentrées, globalement, enfin, plutôt sur 6 mois que sur les 12, PayPal est intéressant, souvent. Parce que, en fait, au final, la banque, vous ne pouvez pas lui dire, mais je paye les frais que 6 mois sur 12. On pourrait essayer, peut-être tout est négociable. La plupart du temps, on vous dira non. Donc voilà, ça peut être intéressant. Il y a un calcul à faire, et au cas par cas. Il faut aussi réfléchir, parce que moi j'ai beaucoup de clients internationaux, et s'ils font les transferts de banque, si c'est libre, parce que moi j'ai un compte en sterling, ça va, et si c'est dollar, et si c'est de plus en plus des Australiens qui viennent, mon système Mercanet qui me coûte 2%, c'est beaucoup moins cher que de faire un transfert en France, en euros, australien. Donc c'est côté de ne pas faire un transfert. Parce que si vous avez un client australien, c'est beaucoup moins cher de faire un transfert de carte de crédit que de faire un transfert de banque. Vous voulez un virement? Un virement, ouais. Parce que c'était le dernier point aussi, le virement. Mais moi, je demande un plus sur le tarif pour ça. Est-ce que c'est légal? Bah, c'est vos conditions de vente. Si c'est écrit dans les conditions de vente, vous avez le droit de le faire. Non, mais ils acceptent. Ils acceptent depuis 10 ans. Moi, je le fais depuis 8 ans. Mais vous aurez mieux l'intégrer dans le prix de vente, ce serait mieux. Pour les locations, c'est énorme. Hein. Après, vous mettez le prix en... Vous le traduisez dans le... Oui. À ce moment-là, vous l'intégrez dans les frais. En dollars australiens, ça fait tant, et en dollars américains, ça fait tant, et vous avez inclus dedans. C'est quand même mieux toujours que ce soit, plutôt que d'avoir les frais qui arrivent après. Et maintenant, seulement cette année, je vais commencer à pas faire des transactions avec les banques, mais avec les, je sais comment on dit ça en français, les money brokers. Oui, les portefeuilles en ligne, je pense, c'est ça? Comme PayPal? Non, les gens qui font les transferts de dollars à euros, c'est pas les banques. Ah oui, les gens, les Western Union, des choses comme ça? Comme Currency Direct. Ouais, je crois que c'est ça. Je ne sais même pas comment ça s'appelle en français. Bon, et les virements c'est assez simple aussi, au moins de mettre un RIB en ligne pour que vous ayez une clientèle allemande. C'est le premier mode de paiement pour les Allemands, le virement. Devant la carte bleue, c'est énorme. Les Belges aussi beaucoup, mais vraiment les Allemands, c'est vraiment un truc très particulier. Mais comment vous mettez ça en ligne? Vous voulez pas l'entendre partout dans sécurisé? Oui, le code IBAN, mais enfin, vous l'avez sur le RIB en fait, c'est pour ça. Oui, mais... C'est ça qu'ils vont utiliser effectivement pour faire le virement. Mais on peut mettre son RIB en ligne, on risque rien. Le RIB sera obsolète à partir du 1er janvier 2014. Ça sera que l'IBAN. Ok, l'IBAN. Soyons précis. Et donc ça c'est la partie outils nécessaire, il faut faire le bon choix, il ne faut pas se tromper, c'est-à-dire, faut faire en tout cas le bon calcul entre à partir de quel moment c'est intéressant de plutôt garder un système PayPal parce que j'ai un petit volume d'affaires qui est assez concentré, ou à partir du moment où je vais dire bah non, ça me coûte trop cher et j'ai bénéfice à prendre un Paybox, un système bancaire ou autre. Effectivement, mettre son IBAN du coup en ligne. Bon, par contre, ça c'est juste technique, quoi. C'est ce qui fait que vous êtes en mesure de vendre en ligne. C'est pas du tout ce qui fait que vous allez vendre. Qu'on soit clair. Donc c'est peut-être aussi le souci que vous avez sur votre site web. S'il y a un souci, à un moment où ils vont, je sais pas, ils n'y arrivent pas. Il faudra regarder dans le détail. Il y a plein de facteurs qui font qu'à un moment on ne va pas vendre en ligne. C'est pas parce qu'on peut avoir un super outil. On peut se mettre réserve vite avec toutes les options, les Paybox, greffer dessus, etc. Un truc nickel. Mais on vend rien. On vend rien parce qu'on a un site pourri, parce qu'on n'est pas référencé, parce qu'on a une grille tarifaire qui est complètement débile. Voilà, c'est ça qui fait qu'on... Ce qui fait qu'on vend, en fait, c'est quand on est bon dans le processus d'achat, en fait. Je vais être plus à l'aise peut-être sur le marketing que sur l'IBAN.
Le déclenchement, ça va être qu'est-ce qui fait qu'on a envie de venir. Et ce que disait Jean-Luc tout à l'heure, c'était que de plus en plus, on a de la vidéo dedans. Effectivement, c'est un truc on voit de plus en plus. YouTube devient un point d'entrée voilà, pour déclencher de la vidéo. C'est aussi le deuxième moteur de recherche en France, YouTube. Précisément pour tout. Bon, globalement, on reste encore sur le bouche à oreille, très traditionnel, famille, etc., amis, qui a un écho sur les réseaux sociaux, hein, évidemment, de plus en plus d'ailleurs. Mais c'est parce qu'on a vu les photos de ses amis, et ça fait 3 fois qu'on les voit sur son fil d'actualité Facebook en Corse, là, et on en a marre, et peut-être qu'on va craquer et on va finir par s'acheter une semaine de vacances en Corse, parce qu'on a été voilà, induits par ça. Même chose à Bergerac, ce serait la même logique. Je sens que je vais arrêter avec la Corse. Dans les réseaux sociaux, mais aussi un bon reportage télé, vous l'avez sans doute constaté, si vous avez un reportage France 3 à un moment sur la destination, bah, ça a un impact aussi fort. Les médias de masse sont quand même très influents. La recherche, c'est Google, on a suffisamment parlé. On va plutôt se baser là-dessus sur la partie comparaison. Alors la comparaison, un client, un internaute lambda, va scanner en moyenne, et pour tout type d'achat touristique, donc évidemment il y a des variables, au moins 10 sites internet avant de faire son choix. Il fera jusqu'à 25 requêtes sur Google, ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc effectivement, sa démarche, ça va être je recherche, je compare, je recherche, je compare, je recompare, je recherche, puis je compare, j'en ai plus que 2 en shortlist, je choisis, je décide et je sors ma carte bleue la plupart du temps. Et j'achète en ligne. Je peux acheter en ligne, l'idée c'est qu'ils achètent sur votre site, c'est mieux qu'ailleurs, mais enfin, s'ils achètent déjà, c'est pas mal. Et après ils vont évaluer, alors ils évaluent des fois même pendant le séjour, de plus en plus, avec les appareils mobiles, etc. Ils vont évaluer, et c'est cette évaluation-là, notamment des sites d'avis, qui est très importante dans le tourisme, elle se retrouve dans la phase de comparaison, ce qui est tout à fait logique. C'est les évaluations des uns font les outils de comparaison des autres. Voilà. Mais ça veut dire qu'il faut être bon sur tout ça. Donc il faut un bon site web qui séduit, parce qu'à un moment, sinon, bah, cette phase-là, elle ne se passera pas. Ouais, il vous aura trouvé, vous êtes bien référencé. Vous êtes là, c'est votre site web. Par contre, il vous a vu même sur Booking. Par contre, il a besoin de... Il va réserver, je sais pas, 4 nuits par exemple. Donc 4 nuits, c'est un gros panier quand même. Et les infos sur Booking, c'est très bien. Ça lui a facilité la vie en termes de comparaison. Il pense, c'est pas toujours le cas, il pense qu'il a les meilleurs tarifs. En principe, c'est vrai, c'est pas toujours le cas. Donc il en est là, et là, il va aller voir votre site à un moment, parce que voilà, il pense qu'il a besoin de plus d'infos, quoi. Mais 400 € en ligne, comme ça, on aime bien se rassurer le plus possible, hein, on est tous pareils. Donc il va voir votre site. Là. Et là, si votre site il n'est pas à la hauteur de ce qu'il lui des 400 € qu'il va mettre, et ben il va ailleurs. Voilà. Et là, c'est perdu. Ou alors il dit bah non, je suis pas en confiance, ce qui peut se passer. Donc ok, ça m'intéresse. Je vois au vu des photos qui sont sur le site, voilà, que c'est qualitatif. Par contre, le site ne me met pas voilà, à l'aise, et donc je vais retourner sur le site. Il peut y avoir pas mal de paramètres. Donc ça, c'est quand même très important d'être bon sur tous ces aspects. Alors on va le voir filière par filière, mais il y a un point sur lequel il faut quand même être clair. Tout ce qu'on peut dire en web marketing ne tient pas si vous n'avez pas ça. C'est-à-dire si vous n'avez pas un positionnement qui correspond à la réalité de votre offre. Et si vous avez une grille tarifaire qui est complètement absurde. Parce qu'avec le web, on compare instantanément. C'est-à-dire un produit qui n'est pas au prix du marché, il ne se vend pas, ou il se vend beaucoup moins. Et donc on peut faire tout ce qu'on veut en marketing. Si à un moment vous n'êtes pas au prix du marché, on va avoir des difficultés. Voilà. Donc ça c'est juste le point sur lequel il faut être quand même très précis. Et ça ne vous rendra pas service d'ailleurs non plus de ne pas être au prix du marché, parce que vous allez décevoir des clients qui vont réserver plus cher, et donc ils vont percevoir un mauvais rapport qualité-prix, et ils vont le dire. Et c'est un cercle vicieux. Quoi. Ils vont le dire, et du coup vous avez perçu comme un établissement qui a un mauvais rapport qualité-prix, alors qu'en fait finalement la qualité elle y est, c'est juste le prix qui n'est pas... un mauvais rapport qualité-prix du coup, d'accord, mais je veux dire, la qualité n'est pas forcément à remettre en cause, c'est juste que vous n'avez pas le prix du marché. Vous êtes trop cher, vous en voulez trop. C'est vachement important, parce que sinon on peut rien faire. Et après, effectivement, les leviers, ils sont là, c'est les leviers du web marketing. Alors moi je les classe en 4 catégories comme ça, on fait ce qu'on veut, mais il faut être en mesure d'avoir de l'audience qualifiée sur son site web. Donc un site web de qualité, parce que sinon ça ne transformera pas. Un site web marchand. Une présence multicanal, parce que souvent, malheureusement, ça ne suffit pas. Une présence multicanal, c'est les distributeurs, hein. Les annuaires distributeurs, ça dépend des filières. Et puis la réputation, qui impacte toutes les filières, en
particulier l'hôtellerie, mais la restauration, mais maintenant le camping, les gîtes, un peu tout le monde. Et les médias sociaux, Facebook, Twitter, Pinterest, et Instagram, etc., qui vont offrir, alors c'est pas à mon avis aujourd'hui capital, pas obligé de le faire. La réputation, vous êtes obligé. Comme vous voulez, moi je vous dis que vous êtes obligé. Parce que c'est trop important, c'est trop impactant sur le chiffre d'affaires. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas sur Pinterest, c'est pas grave. Vous n'êtes pas sur Facebook, c'est pas grave non plus, quoi. Voilà. Il y a des plus si c'est bien utilisé, et il y a des filières pour lesquelles ça va être quand même pas obligatoire, mais tellement intéressant que ça vaut quand même le coup de s'en occuper, et pour d'autres, où finalement, c'est du luxe, quoi. Pour ça, on va voir ces approches. Donc là, bon, c'est illustré de quelques chiffres, hein, juste 90% des requêtes sur Google, on l'a vu. Si le taux de transformation moyen d'une agence en ligne classique, hein, de type Last Minute, etc., 3%. Ça vous laisse juste une idée du volume du trafic, en tout cas, généré sur votre site pour vendre à 3 clients sur 100. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. Un site institutionnel, pour information, quand il fait 1%, il est content. Le taux de transformation. On est un petit peu au-dessus. Comment? C'est aussi départemental, on est un tout petit peu au-dessus. De 1%? Ouais. Voilà, bah vous pouvez être content. Mais voilà, c'est compliqué. Alors après, il y a des cas particuliers. Hein. Il y a Ryanair qui doit faire, je sais plus, je crois que c'était entre 7 et 10%. Mais bon, il n'y a que lui qui vend ses billets. Quand on est sur Ryanair, on n'y va pas non plus pour faire autre chose que acheter un billet d'avion. Donc bon, il y a quand même quelques particularités. Voilà, mais plus votre audience elle sera qualifiée, plus le taux de transformation sera élevé, forcément. Bon, ça on l'a vu. Bon, je vous parlerai peut-être de Airbnb aussi un petit peu. Booking, 78% d'hôtellerie classée sur Booking, c'est un gros marchand. Il y en a quelques-uns qui sont quand même complètement incontournables. La réputation c'est incontournable. Après, on peut voir des choses. Voilà, on a 26 millions d'utilisateurs de Facebook. On a de plus en plus des internautes qui se décident par rapport à un article de blog qu'ils ont lu. Ils ont lu un article de blog et du coup ça va les influencer dans leur achat. Alors c'est particulièrement vrai sur certains secteurs. Le tourisme c'est pas le premier. La mode, je pense à la mode en particulier. Vous avez des blogueuses de mode qui sont payées assez cher l'article de blog, ça fait rêver Jean-Luc. On a des blogueuses qui se font payer jusqu'à 1000 ou 2000 euros l'article. Le vin. Le vin? On a des distributeurs dans la salle Ouais. et le vin, ça fonctionne pas mal. Ça fonctionne pas mal aussi, effectivement. Et il faut savoir qu'il y a des sites d'avis aussi pour les propriétés principales, enfin, pour les agriculteurs, pour ce genre de produits, ça existe aussi les sites d'avis. Vino Gusto, Ouais. notamment. Ouais, sans doute que sur le vin, effectivement, ça doit bien fonctionner. On a Des testé prescripteurs, le- experts, voilà, ouais, tout à fait. Bah, c'est exactement ça, le même levier que sur la mode. Hein. C'est-à-dire, j'ai testé ce mascara, il est génial, achetez-le. La vente en ligne fonctionne bien, on a commencé une semaine qui a pris le marché du vin, je suis pas un gros site, mais le vin se vend bien sur ces semaines. Ouais, c'est vrai, sur vente privée, on m'a dit aussi. Ouais. Bon, voilà. Donc, je vous propose d'aller de suite sur l'approche filière, l'hôtellerie. Alors, l'hôtellerie, quelques points particuliers. Alors, je vais m'adresser à la fois, peut-être qu'il y a une grosse partie aussi pour les chambres d'hôtes qui peut être pris à l'intérieur, même si vous avez une rubrique spécifique. Donc, pour les quelques hôteliers qui sont là, je vous remercie. Bon, c'est une étude, là, le premier chiffre de 2011, je pense que c'est encore bien plus important que ça, mais enfin, 54% des chambres d'hôtel sont vendues en ligne, sur l'ensemble des chambres d'hôtel vendues. C'est en 2011. Bon, le recours aux intermédiaires, il est, j'ai mis quasi indispensable, j'aurais presque pu enlever le quasi. Mais ça dépend. On peut avoir quelques particularités. Mais c'est très compliqué de s'en passer, effectivement. L'idée, c'est plutôt de réduire la dépendance. C'est un métier quand même qui est en matière de distribution qui est assez compliqué, où il y a des outils très poussés, très pointus. Hein, on a des mots bizarres dans l'hôtellerie, on a Channel Manager, on a des switches, on a des PMS. Bon, les PMS, on les arrive à le début. On a des CRS aussi, qui n'ont rien à voir avec... c'est par exemple le club hôtelier de Sarlat a un CRS. Ils sont tous sur Réservite et on a un accès global au dispo des hôteliers de Sarlat. Voilà, c'est ça le CRS. Central Reservation System. C'est que des mots en anglais. IDS pour dire en gros les OTA, les agences de voyage en ligne, et GDS qui sont des vieux systèmes, vous savez, des agences de voyage classiques. Un truc qui n'existera plus bientôt. Non, mais il en restera quelques-uns, mais enfin, le tri a déjà été fait. Donc les GDS, c'est des systèmes qui permettent à un agent de voyage de dire bah, il y a tel hôtel dispo à tel endroit. Voilà. Donc ça, si vous voulez être vendu par des agences de voyage américaines, par exemple, il faut être présent dans les GDS. Comme ça, comme etc.
Et donc là, il y a des outils qui permettent, avec son planning réservite, d'être vendu par l'agence de voyage aux États-Unis. Voilà, tout à fait jouable ça. Il y a des taux de com qui vont avec, évidemment, mais c'est tout à fait possible. Ce qui n'existe pas ailleurs. C'est pour ça que c'est quand même assez poussé. Il faut quand même un bon secteur pour pousser le plus possible ses ventes en direct, il faut gérer ses réputations. Et la dernière des nouveautés, c'est l'ouverture des comparateurs de prix aux hôteliers indépendants. Je pense à TripConnect et à Google Hotel Finder en particulier. C'est-à-dire les comparateurs de prix sont... TripAdvisor, je le mets dans les comparateurs de prix. C'est aussi un site d'avis, évidemment, le premier. Mais c'est un comparateur de prix sur l'hôtellerie en particulier et les chambres d'hôtes du coup avec. Où vous rentrez vos dispos et il vous dit quel est le tarif le moins cher sur Booking, sur Expedia, et maintenant potentiellement sur votre propre site web, ce qui est une petite nouveauté. Donc voilà, à la fois ils trustent les meilleures places. Alors là, pour truster les meilleures places, c'est surtout Google Hotel Finder, parce que c'est l'outil, c'est le comparateur d'hôtels de Google. Vous voyez Google Shopping, il y a des gens qui ont déjà été sur Google Shopping, c'est un comparateur de prix. Voilà, vous avez Google Hotel Finder, vous connaissez aussi Google Hotel Finder? Vous l'avez déjà utilisé? Ça marche avec Google Maps. Et vous avez, il vous aide en fait, sur des dispos, il vous donne les dates, les hôtels disponibles et les tarifs sur Expedia, Booking, etc. Et potentiellement aussi votre propre site web. Donc après, les enjeux majeurs pour l'hôtellerie, et on n'est pas obligé d'être d'accord avec moi, c'est ça qui est intéressant, c'est une discussion. Je sens qu'il va y avoir des oppositions, c'est facile. Ça va être de développer au maximum en fait ses ventes, son canal direct, ses ventes en direct, tout en restant distribué par les gros distributeurs, puisqu'on ne peut pas s'en passer de toute façon. L'idée, elle est là, c'est de réduire sa dépendance au maximum des distributeurs. Donc pour ça, il y a quelques points clés, on va se focaliser sur les points clés. Il y a une exigence absolue de la cohérence tarifaire et de valoriser le fait que sur son site, on a les prix les moins chers. On n'a pas toujours le droit. Ah si. Vous avez des agents comme HRS, par exemple, qui vous demandent de garantir de ne pas faire moins cher que sur votre site. Et Booking aussi. Non, Booking aussi, mais c'est la parité, c'est-à-dire c'est au moins égal. Au moins égal. Et Booking, etc. Non, au moins égal. Mais pas plus cher. Il y a une action en justice d'ailleurs, je ne sais pas ce que ça donne, là j'aurais dû me... Je ne sais pas s'il y a eu la décision. La décision est tarifaire. Ça a été, c'est en train de casser en Angleterre et en Allemagne. Oui, mais la parité tarifaire en cours, il y a un procès en cours. Plus ou moins long terme, sera cassé. Voilà, ça va être jugé un peu anti-concurrentiel. Vous aurez le droit d'être moins cher chez vous, ce qui est quand même la moindre des choses. Oui, mais c'est vrai que pour l'instant, on ne respecte pas les termes du contrat de Booking et des autres, sauf qu'on ne peut pas vous obliger à être plus cher sur votre site que sur le leur, par contre. On ne peut pas obliger Booking de nous prendre aussi. De nous vendre. Tous les Booking. Non, mais vous restez au même prix. Non, mais si vous avez un gros pourcentage, c'est pas notre cas, mais Booking, si vous dit demain, vous ne respectez pas le fait qu'on est supposé être moins cher que vous, en direct, et ben. Non, c'est pas ça les conditions. Au même tarif. Le plus bas tarif. Il vous demande le meilleur prix disponible. Vous dites le meilleur prix disponible, il est chez moi. Mais il est aussi sur Booking. C'est le même. Les gens commencent à savoir qu'en passant par Booking, les hôteliers payent une grosse commission. Ça, c'est très bien. Et que donc, ils vont vous dire, bon, ben, je passe pas par Booking, qu'est-ce que vous me faites quoi. Ah oui, mais Quelle est votre réaction quand ils vous demandent ça? Malheureusement, avant des années, on ne faisait pas, et maintenant, on le passe. De la même façon que si on arrive à détourner un client Booking, on détourne. Qu'on ne faisait pas avec un PO traditionnel. Donc ça veut dire quelque part que vous allez augmenter vos prix de 5 € pour pouvoir... Ça, les métiers sont quittés. Les tarifs qui sont des tarifs dites rank rate affichés, tarifs affichés, de toute façon sont faux aujourd'hui parce qu'on calcule avec 30% de com. Oui, mais tu ne vas pas aller au marché non plus. Il y a des agences qui demandent 30% de com. et qui sont en produit un peu élevé. En tout cas, plus ou moins. Mais là-dessus, il y a intérêt à avoir augmentation. Ah ouais, c'est ça. C'est-à-dire que l'exigence du yield management, là, elle est quand même très très importante là-dessus, parce que vous ne pouvez pas vous tirer de balle dans le pied, et en même temps, vous êtes obligé de communiquer sur le fait, si vous voulez vendre en direct, vous êtes obligé de dire que sur votre site, vous avez les meilleurs tarifs. C'est pas possible chez nous. Genre, le client, s'il sait que sur Booking, c'est moins cher, il va aller sur Booking. C'est une évidence absolue. Enfin, ou ailleurs.
Donc, la façon de contourner, c'est de faire des forfaits. C'est-à-dire vous ajoutez quelque chose dans votre forfait, à le type de chambre. ou le type de chambre, etc. C'est comme ça qu'on essaye de... C'est comme ça que pas mal d'hôteliers s'en sortent. Mais alors ça dépend, si on a un hôtel totalement standard, ça va être difficile, mais sur le type de chambre, on met les... C'est vrai, avec la moindre prestation qu'on a dit ça. Ouais. Dès lors qu'on ajoute une prestation, c'est pas du lié à sa valeur. On passe dans le cas de profit. Moi, je vais souvent dans un hôtel qui fait toujours ce qu'on ne trouve pas sur Booking, justement pour lui, c'est chambre à petit déjeuner. Oui, c'est ça. On ne trouve qu'à l'hôtel. Ouais. Les chambres d'hôtes, c'est tout, c'est bien compris. Et on ne sont plus. Les chambres d'hôtes, c'est obligatoire. Il y a différents types de chambres, après on peut jouer là-dessus aussi. Ça peut être le pack de bienvenue, En tout cas, gardez et affichez-le sur votre site. Meilleur tarif garanti, ici, là, réservé en direct. Je peux même préciser que c'est plus équitable, c'est plus... Voilà, il faut éduquer le client là-dessus aussi, je pense. C'est la démarche un peu de faire booking, on va parler rapidement aussi. Mais voilà. Oui, par rapport à ce que, vous disiez tout à l'heure sur la personne qui va voir sur votre site, qui va voir sur le moteur de recherche Booking et qui ensuite va aller sur le site Booking. Oui, en direct. C'est vrai que l'explication détaillée de pourquoi réserver directement sur le site, pourquoi on participe à ces choses, etc. Il y en a un certain nombre, d'après moi, qui peuvent être sensibles à ça, parce que vous le disiez tout à l'heure, avec toutes les émissions de radio, télé, tout le monde voit que Booking, etc. Mais ils ne savent pas très bien comment ça fonctionne. Il y a intérêt à expliquer à chaque fois, si vous réservez directement, finalement, c'est plus intéressant, c'est plus commerce équitable. Pourquoi pas avoir un lien, une page web avec à côté du moteur de réserve, pourquoi réserver en direct? Vous voyez, on clique dessus, et là on va expliquer au client pourquoi on va réserver en direct. Parce qu'à terme, on garde de la marge et on réinvestit dans l'hôtel et on lui fait à la limite aussi de l'avantage en plus pour lui. C'est le principe de faire booking, qui est de dire on taille la com en deux et on a la moitié pour le client et l'autre on la sauve pour nous. Il y a un hôtelier à la Rogaja qui sur son site en gros marque bien en gros et en gras en l'occurrence, réserver directement auprès d'hôteliers, c'est des services en plus. Ouais. Pour éviter de passer par un centre de réservation, un petit booking. En tout cas, valoriser ça, c'est sûr. Dans les bonnes pratiques aussi, j'ai vu un hôtelier qui sur chaque facture met la marge de la commission. Disant, voilà ce que vous avez payé à l'hôtel, ce que vous avez payé à Booking ou à l'hôtel. Et c'est intéressant pour engager la conversation, pour dire pourquoi chaque fois que vous payez, ça va d'un côté à l'agence en ligne et ça va. Je trouve que c'est tout bête, mais simplement c'est tout bête, mais certains contrats vous l'interdisent. Ah oui. Oui. Ah oui, sans doute. Voire tous. Par contre, pour mettre ce genre de choses en place, il faut aussi proposer une réservation en ligne aux gens. Parce que le problème, c'est que, je parle notamment pour les étrangers, on aimerait bien passer en direct avec les hébergeurs, donc j'imagine que les étrangers pour la France, c'est pas le cas. On aimerait bien passer en direct avec les hébergeurs, mais si l'hébergeur ou tout autre type de prestataire ne propose pas, malheureusement... C'était préalable. C'est ça. C'est sûr. Ah, c'est sûr. Bon, ça c'est un point très important. Privilégier son stock. Ça, c'est ce qu'on ne peut pas faire quand on a un booking button, puisque c'est le même stock que sur les distributeurs. Là, vous avez typiquement un exemple d'un hôtel à Carcassonne, où sur les mêmes dispos, on est sur le site de l'hôtelier, il n'y a plus rien, on est sur Booking, il y a encore des chambres. Bon, là, typiquement, voilà, mauvaise gestion. Ce qui arrive, c'est le contraire. C'est quand il n'y en a plus sur Booking et que Booking vous dit l'hôtel est complet, Non, il dit plus alors que l'hôtel a toujours... Il dit nous n'avons plus de disponibilité pour l'hôtel. Il a changé ses termes, on l'a forcé à changer, et effectivement, il faisait ça. Mais ça donne quand même l'impression que oui. c'est comme quelqu'un qui est réservé il y a 20 minutes. Ouais, c'est ça, dépêche-toi. Plus que 3 chambres à réserver. 3 chambres à réserver, dans le stock Booking. C'est sûr. Bon, et privilégier aussi un système, bon ça c'est dans l'idéal, ça a un coût, mais ce type d'outils ont des fonctionnalités en plus payantes, ça s'appelle des fonctionnalités de Channel Manager qui permettent de gérer à partir d'un seul et même planning ses disponibilités sur Booking, sur HRS, sur Agoda, sur etc. tous les distributeurs. C'est hyper confortable quand même. Tout dépend de la taille. Pour une chambre d'hôte, je pense que c'est surdimensionné. Pour un hôtel qui commence à avoir pas mal de chambres avec une clientèle internationale, c'est quasiment obligatoire. Sinon, c'est un réceptionniste à plein temps, qui fait que ça et il ferait peut-être plus. Non, voilà. C'est très très utile. Sinon, vous gérez chaque extranet
vous avez des risques de surbooking importants. Voilà, non là, tout est automatisé, ça coûte un peu cher, mais au moins, tranquillité d'esprit, vous gérez un seul planning, et on a ce qu'on appelle le two ways, c'est-à-dire une vente faite sur Agoda et comment dire, enlevée de votre planning, et donc ne se retrouve plus non plus sur votre site, et etc., etc. Donc ça, c'est quand même très pratique. Bon, voilà, il y a des outils qui le permettent. Bon, et puis après, et ça c'est la nouveauté, relier, alors je ne l'ai pas détaillé parce que je ne sais pas, on m'avait glissé doucement l'information que le nombre d'hôteliers ne serait pas important, donc je ne l'ai pas mis trop en avant, je l'ai mis dans les annexes. C'est relier son système de vente en ligne à Google Hotel Finder et à TripConnect. Voilà un exemple de TripConnect sur un hôtelier à Montpellier. Voilà, ça donne ça quand c'est bien géré. C'est-à-dire que sur des dates de disponibilité, on recherche sur TripAdvisor, on donne ces dates. Et là, on voit que le meilleur tarif disponible aux dates où on a donné, bah, il n'est pas sur Booking, il n'est pas sur Vénéré, il n'est pas sur Expedia, il est sur le site de l'hôtelier. Et pourquoi? Pour les questions qu'on a vues, pour les questions de type de chambre, alors, en l'occurrence, puisqu'il respecte, obligé, mais sur Booking, il respecte la parité tarifaire, mais la parité tarifaire sur le même produit. C'est-à-dire qu'il y a des types de chambres qu'il ne met pas, notamment son standard, puisque les gens sont à la recherche du prix, la chambre standard, il ne la met pas sur Booking. Oui. Mais il y a d'autres techniques, effectivement, avec le service plus, etc. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le comparateur de prix, il affichera le meilleur prix. Donc plus on rajoute du service, rajouter du service pour baisser le prix, c'est absurde. Enfin, c'est pas comme ça que ça marche en principe. Donc c'est pour ça que je suis plus sur cette logique, dans le sens pour avoir toujours le meilleur tarif affiché sur son propre site web. Il y a un souci avec certains, quand il y a des comparateurs comme ça, ils vous mettent pas le prix de la chambre telle qu'elle est, ils la diminuent de la TVA. Donc nous, c'est c'est pas le distributeur. Oui, parce que moi je regarde sur les sites où on sort et des fois ils mettent le prix de la chambre qui est pas du tout le prix affiché, mais ils le mettent sans la TVA. Mais c'est pas marqué sans TVA. C'est-à-dire que par exemple, je sais pas, un hôtel mettra le prix hors taxe, mais il n'affichera pas hors taxe à côté. Il affichera sans. La plupart ne la payent même pas la TVA en plus, hein, si on rentre dans le détail. C'est sûr. Et puis vous avez des sites comme Hotel.com qui, eux, sont vraiment des vendeurs. Ils vous achètent. On paye Hotel.com, ce qui n'est pas le cas de Booking. Hein. Booking, on donne des garanties de réservation. C'est complètement différent. On paye toujours l'hôtelier. Eux sont juste un intermédiaire qui s'assoit sur une partie aussi de leur commission pour baisser les prix aussi. Et pour baisser aussi le prix de vente du coup. C'est aussi des techniques qu'on voit arriver. Ah oui, c'est un peu la guerre, hein, c'est clair. Voilà. Et là, on est sur un système à l'enchère, en fait. Donc, il y a deux trucs, hein, si on prend juste, par exemple, TripConnect, pour jouer comme ça, hein, comme l'hôtel d'Aragon, sur TripAdvisor, il faut, avoir souscrit à l'espace contact, parce que tous les hébergeurs ont été sollicités à un moment pour être l'espace contact TripAdvisor. 400, de 400 à 1000 et quelques euros, hein, tout dépend du nombre de chambres, de la taille, etc. Qui vous donne la possibilité de faire des offres spéciales et puis d'avoir juste gentiment un lien vers votre site, en nofollow d'ailleurs, pour suivi tout à l'heure. Bon, ça c'est le point de départ, il faut payer ça déjà. Et après, on paye au clic. On paye au clic, c'est-à-dire on est à peu près entre 0,2 et 0,3% du prix de la chambre. C'est aux enchères, hein, donc ça peut aussi grimper, tout dépend de qui veut vraiment vendre en premier. Mais on est sur la base du prix et après de l'enchère. Voilà. Et donc que ça transforme ou que ça transforme pas, vous paierez au clic. Ça c'est pour TripAdvisor. Pour Google Hotel Finder, c'est la même chose. Non mais pour TripAdvisor, quand on paye les 400 et quelques euros, c'est pour avoir la main sur son annonce ou pas du tout? Si. Non, la main sur l'annonce, vous l'avez quoi qu'il arrive et c'est gratuit. Non. Booking, quand vous êtes sur Booking a pris la main sur Non, Booking, je parle de TripAdvisor. Non, mais sur TripAdvisor. Booking a pris la main sur TripAdvisor. Booking a pris la main sur TripAdvisor. C'est-à-dire que vous tapez mon hébergement, vous voulez réserver, vous tapez mon hébergement, mes avis sortent, vous mettez réservé sur Booking. Oui, vous avez plusieurs. TripAdvisor, en fait, avec TripAdvisor Connect, propose justement de ne pas mettre que les OTA, c'est-à-dire que Booking ou Expedia, mais de mettre aussi votre propre, un petit
outil de réservation du moment que vous êtes sur TripAdvisor Connect. Voilà. C'est ça la nouveauté. Il faut, en Mais payant, c'est pas sur les avis, c'est pas parce que vous m'embrouillez en fait. C'est pas sur les avis, c'est sur la distribution. Non, c'est sur l'avis. C'est-à-dire, vous allez sur mon avis, vous voyez tous les avis, et il vous dit, ah ben, je veux réserver. Oui, dans donc cette vous chambre. allez sur la réservation booking. Et donc il clique. Mais c'est bien les avis TripAdvisor. Et des avis TripAdvisor, ça ne passe plus chez Booking. Mais c'est ce qu'on voit là. C'est ce qu'on voit là. Là, au lieu d'avoir le bouton le site de mon hôtel, vous avez Booking à tel prix. C'est normal. La plupart, vous avez ça aujourd'hui. Et même jusqu'à il y a très peu de temps, c'était la seule possibilité. Ça n'existait pas, ça. C'était pas possible, ça. Mais maintenant, TripAdvisor a son propre réseau. En fait, il vous permet, voilà, TripConnect vous permet, c'est assez nouveau effectivement, et il vous permet de connecter votre moteur de réservation, donc finalement vos disponibilités et vos tarifs, au comparateur de prix de TripAdvisor. Voilà. Mais il faut payer l'espace contact, et on paye ensuite au clic. Il faut être aussi sur un moteur de réservation compatible. Absolument. Alors là, sur TripAdvisor, ça avance assez vite. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Réservit qui n'est pas tout à fait encore fini, mais ça ne devrait pas tarder. Sur Google Hotel Finder, bon, c'est beaucoup plus long. Alors moi j'ai aussi l'info sur l'envers du décor, c'est qu'ils sont 4 en fait en Pologne à faire les intégrations, ce qui est quand même complètement scandaleux pour une boîte comme Google qui fait quand même. Enfin bref, voilà. Et donc on a aujourd'hui 3 ou 4 moteurs de réservation compatibles Google Hotel Finder. Alors, ça va venir, hein, mais on est sur la même démarche, c'est-à-dire je vais demander à mon moteur de réservation la connexion avec le comparateur de prix. Et le comparateur de prix, en fait, ira piocher, comme il va piocher dans les dispos et les tarifs de Booking, de Expedia, de machin, mais il ira aussi dans mon back-office. C'est clair ça? Enfin, ça concerne vraiment que les hôteliers, hein, je pense. Éventuellement les chambres d'hôtes, pourquoi pas. Mais... j'ai mis le détail en annexe des coûts, des choses comme ça, parce que je ne voulais pas le développer complètement, sachant que les autres ne sont pas vraiment concernés. Mais ça reste aujourd'hui quand même une bonne opportunité. Attention, si c'est bien géré, parce que sinon ça peut aussi coûter de l'argent. C'est-à-dire que derrière, il faut que ça transforme. Mais on sait, si on met un taux de transformation à 3%, ce qui est quand même totalement jouable, hein, même 2,5-3%, sur une chambre à 100 € par exemple, ça va coûter 17 € sur Booking à peu près, entre 15 et 17 €, et ça coûtera entre 5 et 8 € sur Google Hotel Finder par exemple. Donc ça reste quand même moins cher, mais ça a un coût. Mais ça reste réservé à des hôteliers qui maîtrisent déjà absolument bien leur yield management et leur grille tarifaire. Parce que sinon, ça peut ne pas être rentable du tout. Hein. Faire quand même attention. Bon, après, investir dans un site web pro et adapté mobile, il y a en retard. Il nous reste 10 minutes. Ah, quand même. Un quart d'heure, d'accord. Mais arrêtez de répondre. Non, mais on ne fera pas de questions-réponses après. On y arrive directement. D'accord. Non, mais bon, on a une approche par filière, simplement sur les points essentiels. Et là, il y en a une partie, à partir de là, que tout le monde peut prendre aussi. Hein. C'est valable pour l'hôtellerie, c'est valable aussi. Là, en tout cas, c'est valable pour tout le monde. Je mets des exemples. Ça, c'est un site, on est sur un site en WordPress. C'est un thème de site, hein, ça coûte 45 $. Il faut savoir l'installer, il faut savoir le gérer. On peut passer aussi par une agence. On n'est pas sur des coûts exorbitants et on est sur des sites de qualité, quoi. Et une fois qu'on arrive sur un site comme ça, si on a greffé un Velcro, un bon moteur de résa dessus, qu'on a mis meilleur tarif garanti, qu'on a une bonne politique tarifaire, je suis sûr que des ventes en direct, vous en faites, quoi. À moins d'être vraiment pas visible du tout sur les moteurs, vraiment vous en faites. Donc être leader sur son nom, c'est une évidence, mais c'est pas toujours si évident que ça en fonction du nom de l'hôtel. Parce que Booking achète votre nom déjà. Hein, en règle voilà. Ça les énerve, les hôteliers, et je comprends parfaitement. Mais il a le droit de le faire. Donc il le fait, ça n'empêche pas. Donc si en plus de ça, vous vous retrouvez avec un Booking, forcément ici, ou là, bon, ouais, ici, vous avez Godot, c'est pareil, c'est la même boutique. Et que votre site, il n'est pas là, mais il est, je sais pas, là, bon, non, ça va pas. On est première position, première page, avec son nom, c'est tout à fait jouable, avec sa page d'accueil et des liens qui pointent, c'est normalement naturellement. Mais c'est très important. Et après, on va travailler, parce qu'on a vu tout à l'heure, des expressions stratégiques avec des
thèmes spécifiques pour bien remonter, non pas là où c'est impossible sur Hôtel Dordogne par exemple, mais sur, j'ai pris hôtel, chambre, famille Dordogne, hôtel centre-ville Bergerac, hôtel spa Périgord, etc. C'est ça qu'on va chercher à optimiser. Très important ça. Ça peut apporter pas mal en direct. Évidemment, gérer ses réputations. Et peut-être le dernier point, et sur lequel, à mon avis, il y a encore pas mal de... Alors ça commence à bouger, hein, mais c'est là, à mon avis, les leviers on est très très importants, notamment pour contrebalancer la surreprésentation de Booking, c'est de jouer collectif. Je pense en premier lieu, enfin bon, je l'ai découvert il n'y a pas très très longtemps, ce club hôtelier à Sarlat, j'étais quand même scotché sur le professionnalisme du truc, c'était assez... donc 44 hôtels avec un site commun, un moteur de réservation commun, donc des promos en commun, une personne payée à plein temps par le club hôtelier pour faire le marketing. Bon, ça commence à être pas mal. Et quand on tape effectivement Hôtel Sarlat, une requête quand même importante, bon, ils sont en première position en référencement naturel. Et donc par ce biais-là, j'allais dire, ils vendent en direct parce qu'en fait ils répondent aux besoins du client. C'est-à-dire je veux un hôtel à Sarlat. Je ne veux pas voir que ton hôtel à toi, hôtelier, moi en tant que client. Je veux voir tous les hôtels, puis je veux vouloir comparer les prix comme je le fais sur Booking. Donc soit la profession s'organise et est en mesure de répondre à ça, localement, hein, c'est très bien d'ailleurs, pas obligé d'être à un stade national, hein, localement. Soit on se tire dans les pattes et on s'achète les mêmes mots-clés sur Google et on fait monter les enchères, etc. etc. Pas inverse. Si, complètement, mais en même temps, si la dynamique elle vient pas de l'hôtelier lui-même, il n'y aura pas tout ça, quoi. Il faut vraiment que... l'office de tourisme peut faire beaucoup, peut accompagner à cette démarche-là plutôt, moi je pense. Mais après, c'est bien que l'hôtelier se prenne en main aussi, parce que si derrière on tire des gens qui n'ont pas envie forcément de bosser ensemble, on n'y arrive pas. Exactement, exactement. Donc c'est pour ça que l'office, oui, en appuie, pas forcément jusqu'au bout de la concrétisation. Parce que si vous le faites en tant qu'office pour l'hôtellerie, il va falloir faire pour toutes les filières. Donc je dis ça, je dirais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais là, avec un site comme ça, on peut dire, bah, voilà, les campagnes de mots-clés sur Hôtel Sarlat, eh ben, on les mutualise, on les achète. Et on les achète plus cher que Booking, parce qu'on est 44 à payer. Etc. etc. Enfin bon, puis évidemment faire Booking, qui est une démarche vraiment, sur laquelle, si vous êtes hôtelier, vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à creuser et à regarder, qui est aujourd'hui un programme de fidélité pour éduquer le client à réserver en direct. Et on lui explique pourquoi c'est mieux de réserver en direct, en lui mettant la moitié de la commission en fait à profit, donc petit déjeuner offert, service plus, etc. Voilà. Et demain, sans doute, ça sera un portail de réservation, j'espère. En tout cas, je ne sais plus, il y a 1300 adhérents déjà, surtout en France. Et la démarche, je ne sais pas, Jean-Luc, vous vous souvenez quand est-ce que ça a démarré? Je crois que ça a peut-être 6 mois. Voilà, la sauce réserve en direct, oui, mais faire Booking, ça n'a pas un an, je crois encore. Réserve en direct, super. Réserve en direct, oui, mais faire Booking, ça. Booking, ça doit avoir 6 bons mois. Ouais, voilà, c'est ce que j'aurais dit. Donc ils sont partis d'un petit groupe, voilà, ils sont c'est une démarche très intéressante. Voilà pour les sur l'hôtellerie, je sais pas, vous voyez des points. Oui. Ouais. Les nouvelles extensions, par exemple, le point hôtel, pour lesquelles on voit de la publicité maintenant. Booking peut acheter notre nom avec des tirets, avec des points, etc. Il va le pousser en AdWords. Oui, voilà. Ouais. Et pour se prémunir, je pense pas que point chambre d'hôte existe de sitôt, mais point hôtel, on en parle. Oui, alors le prendre, pour dire on ne me le prendra pas, très bien, pour ce que ça coûte, globalement, oui, c'est plutôt une bonne chose. Après, non, changez pas de domaine, quoi. Non, je change pas de domaine, mais après on parle de point fly, point travel, point voyage. Il y en a d'autres, hein. C'est un business aussi. Hein. Après, reprendre votre nom pour pas qu'on vous le pique, oui, c'est vrai que plus il y en a, plus il faut payer quand même, mais à la fin, c'est quand même un petit chèque. Hein, mais, ouais. Oui, enfin, un nom de domaine, c'est suivant le pays, entre 4 et 20 euros, quoi. Ouais. Oui, mais il y en a. Il y en a beaucoup. Après, ça peut pas être vraiment dangereux, si ce n'est effectivement quelqu'un qui l'achète et qui le pousse en AdWords, parce qu'après en référencement naturel, ils n'y arriveront pas, quoi. Si vous faites bien le boulot, on ne vous pique pas la place comme ça, ça c'est sûr.
même Booking. Donc, bon, pourquoi pas, ouais. En tout cas, c'est pas forcément une technique de... En levier marketing, voilà, c'est vraiment mettre le meilleur tarif sur son site, potentiellement utiliser les comparateurs de prix, et après... Qu'est-ce qui se passe? Bon, les campings, il n'y en a pas? C'était un camping ou pas? Alors, s'il n'y a pas de camping, il n'y a pas de camping, c'est sûr. Vous faites juste l'accueil de camping-car? C'est du vin aussi. Bon, sur les campings, non, mais du coup, je vais passer dans le sens où un camping-cariste, ça serait une démarche en plus spécifique. Hein. Complètement. Non, tant pis pour eux, avec les... En plus, on est en retard, c'est marrant. Hop, c'est cool, il y a des trucs vachement intéressants. Si, ça peut peut-être regarder. De toute façon, vous l'avez mis dans... Oui. C'était juste parce que c'est valable aussi pour d'autres, mais particulièrement pour l'hôtellerie plein air, parce qu'ils ont un capital fidélisation très fort. Très très fort. Plus qu'une chambre d'hôte, etc. Donc le côté marketing direct fonctionne bien quand on a un capital fidélisation. Vous avez mis juste quelques exemples sur les, à la fois de la GRC qui fonctionne très bien sur un camping, c'est de souhaiter l'anniversaire des enfants de ses clients. Bon, on est nouveau sur la corde sensible. Donc vous avez typiquement, quand on a les outils comme C'est Ouvert ou Résanet, demande, enfin c'est en option, mais c'est systématique quasiment dans l'hôtel, on demande l'âge des enfants. Parce qu'on a besoin de savoir, enfin, je sais pas si on a besoin, en tout cas c'est demandé. Donc il suffit juste de changer, pas de demander l'âge, pour demander la date de naissance, qui revient à peu près au même, sauf qu'on a une info clé, c'est-à-dire qu'on a l'anniversaire du petit Hugo et voilà, de la petite Sarah, de la famille Dupont. Et donc après, on est en mesure de lui envoyer ce petit courrier qui dit bon anniversaire Hugo. Voilà. Donc bonjour William, toute l'équipe du camping Bidule te souhaite un très joyeux anniversaire, profite bien de tes cadeaux. Nous travaillons beaucoup actuellement, donc là on est le message hors saison, pour préparer la pleine saison, plein de nouvelles animations pour tes prochaines vacances, et on espère bien te montrer tout ça la prochaine fois que tu viendras au camping avec ta famille et tes copains. Voilà. Jeannot et Michel du camping Bidule. Bon, ça un hôtelier sur un camping sur un qui fait ça, c'est une tuerie. Format papier, le truc qui se fait plus, vous savez, on envoie du... La carte n'est pas aussi kitsch que ça, j'espère. Hein. C'est moi qui l'ai fait. Ouais, non mais bon, c'est intéressant si vous pouvez fidéliser vraiment vos clients, si vous sentez que vous avez ce ouais, les vœux. Ouais. Vous restez dans l'esprit de vos clients, potentiellement. C'est sûr. Et les réseaux sociaux participent pour moi à la même pratique de marketing direct, si vous voulez. Bon, là, ça ne va pas être dans la boîte aux lettres, ni dans l'email, pas dans la boîte mail, mais ça va être sur le fil d'actualité Facebook, ou sur le fil d'actualité Twitter. Twitter, c'est particulier en même temps. Mais, donc là, juste un exemple aussi pour pareil, que vous pouvez peut-être dupliquer aussi ailleurs, d'une stratégie de camping sur Facebook. Donc on a Valérie, qui est responsable commercial, donc ils animent la page à plusieurs. Et donc en fait, ils ont défini une ligne éditoriale qui est la suivante, qui est les offres du camping. Donc là, on est dans l'esprit Facebook à fond, c'est-à-dire les anecdotes de vacances des vacanciers. Ça, c'est du boulot, parce qu'il faut aller les récupérer, il faut l'autorisation. Voilà. Le côté, l'envers du décor, etc. Donc ça, c'est plutôt le personnel du camping qui le fait. Des codes promo, parce que la carotte fonctionne toujours très bien. Et puis la vie du camping hors saison. Voilà. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce travail de ligne éditoriale se décline sur un planning de publication. Donc on n'est pas dans l'amateurisme en disant tiens, il fait beau aujourd'hui, je fais une photo, puis demain, je ne sais pas ce que je fais sur Facebook. On a vraiment un planning défini avec une ligne éditoriale définie aussi. Et en fait, on communique dessus. Parce qu'en fait, l'argument, j'en peux plus, moi, de voir suivez-nous sur Facebook, parce que j'ai envie de dire pourquoi je vous suivrai sur Facebook. C'est pas tout à fait naturel, il faut bien avoir en tête que Facebook, c'est un truc de personnes qui se connaissent. Plus ou moins d'ailleurs. Mais bon, avant tout des personnes. Je suis Jean-Luc sur Facebook parce que je le connais et puis parce qu'il dit des trucs intéressants. C'est une personne. Aller suivre un camping, aller suivre une destination, c'est un peu bizarre. Je ne suis pas ami avec l'office de tourisme de Bergerac, c'est étrange. Je peux. Mais si je peux, c'est faux. Je peux d'autant plus si on me donne des raisons de le faire. Donc là, l'idée, c'est plutôt de dire sur toutes les coms, suivez-nous sur Facebook et notamment l'email de confirmation de réservation. Vous avez réservé, merci, voici votre numéro de réserve. Enfin, tout le monde le regarde, ça. Dessous, on met
préparer votre séjour et suivez-nous sur Facebook pour telle et telle raison. Et pour ça, voilà. Pour découvrir les offres du camping, pour avoir des avantages exclusifs. Ah, avoir des avantages exclusifs, voilà, ça m'intéresse. Vous me parlez par... etc. Donc ça, c'est assez intéressant et les campings qui le mettent bien en œuvre, ça fonctionne très bien. Très bien. Bon, puis après, on peut aller plus loin, là, je me suis fait plaisir. Mais, c'est sur Twitter, où l'idée d'utiliser le compte Twitter du camping à destination des clients en séjour. Donc, comme un programme d'animation en temps réel virtuel. Donc, c'est plutôt confié au responsable d'animation, qui s'appelle Hugo, qui va faire 4-5 tweets par jour. Et on va placarder dans tous les mobilhomes, à l'accueil, etc. On va remettre aussi, quand on fait la remise des clés ou des emplacements, etc. L'idée de dire, vous avez un compte Twitter, allez suivez le compte du camping, vous aurez des informations en temps réel pendant vos vacances. Et là, on va pouvoir dire, attention, dans un quart d'heure aquagym, ce soir, soirée mousse, etc. C'est pas faisable partout, je suis d'accord. Mais il y a des campings, en tout cas, moi, dans ma région, du Languedoc-Roussillon, où ça fonctionne à fond, quoi. Et il y en a certains qui commencent à le mettre en œuvre, et ça marche plutôt pas mal. Là, l'idée, c'est de dire, on les capte en saison, et on a des vrais arguments de leur dire, suivez le compte Twitter, parce que sinon... Alors bon, pour ceux qui partent en juillet, ils vont tous taper le mois d'août, là, où ça bombarde sur le compte, donc ça va être un petit peu pénible pour eux, j'espère qu'ils pourront débrancher. Il y en a sans doute une partie qui vont se désabonner à cause de ça, parce que ça va évoluer. Mais après, en hors saison, on calme le jeu et on peut toujours maintenir un lien avec ses clients en distillant les promos, etc. Enfin, en tout cas, on les a ferrés, on les a eu un moment. Et puis pareil, jouer collectif. C'est dommage qu'il y avait un joli syndicat aussi, ici, d'hôtel de planète, qui fait des choses pas mal. J'avais pris des risques énormes pour eux, quoi. J'avais pris cette photo en voiture alors qu'il pleuvait. Et là, bon, voilà, j'étais assez fier de la montrer. Bon voilà, jouer collectif, toujours pareil, la même logique que pour ce qu'on a vu sur le club hôtelier. Bon, pour les locations et chambres d'hôtes, qui est le gros de l'auditoire, en fait, je suis désolé, je vous fais patienter. Donc, on est sur souvent des propriétaires qui, globalement, de moins en moins, c'est bien, mais sous-estiment quand même le web en général, c'est-à-dire tous n'ont pas encore des sites internet, ils ne sont pas là, j'imagine. Mais... Le côté monodistribution, c'est plutôt historique, ça, des centrales de réservation. Alors, pas ici, parce qu'on a discuté avec l'article. Mais on a des territoires où on avait carrément une exclusivité de commercialisation, ce qui n'encourage pas forcément l'initiative individuelle, vous voyez ce que je veux dire? C'était quand même toujours un petit peu embêtant. On a des nouveaux intermédiaires qui sont de plus en plus professionnels. Je pense à... Vous connaissez Flipkey? Non. Flipkey Holiday Letting, c'est le groupe de TripAdvisor qui est derrière. Donc un des gros moyens qui est en train de percer ce marché. Alors, il y avait déjà Huawei qui était très très fort. C'est anglais, non? Holiday Letting, c'est anglais à la base, c'était racheté par TripAdvisor, donc finalement maintenant c'est un peu américain et c'est un peu international. Ça permet d'être visible dans la catégorie location de vacances sur TripAdvisor notamment. Airbnb qui cartonne complètement. Alors je sais pas, Bergerac, si ça cartonne ou pas. Qui est sur Airbnb? Qui a essayé? Pourquoi vous avez abandonné? Ça prend même la chambre chez l'habitant. Ah oui. Je trouve qu'il n'y a pas d'égalité. Il n'y a pas de réglementation. C'est ce qui fait polémique. Et vos retours, vous aviez des retours? Non, j'ai... Ah d'accord. Airbnb, énormément de demandes, peu de réservations. D'accord. Bah, ça... C'est quel client? Alors en fait, nous, c'était des Français. Et en fait, c'était vraiment en dernière minute dans l'été. On avait quelques jours qui n'étaient pas loués, la dernière semaine de juillet. Et donc, on l'a proposé à partir de plusieurs nuits, parce que nous, on réagit tard. Et en fait, ils sont venus 4 nuits. Et la semaine d'avant, ils ont réservé. C'était en dernière minute. Ouais, donc en outil de déstockage, plutôt pas mal, quoi. Surtout que c'est 3% de vente, 3% de commission, donc ça va. Oui, c'est vrai. 1,3. Non, mais pour vous, ils vous prennent 3% de commission. C'est celui qui vient qui paye plus cher. Ah bah si, c'est quand même important. Moi, je me place de votre côté, là. C'est pour ça que ça fonctionne très bien, qu'ils ont beaucoup de demandes aussi. D'accord. Bon, intéressant à regarder. Et des outils de commercialisation individuelle, alors il n'y en a pas des masses.
des outils de vente en ligne propres, vraiment dédiés à cette filière-là, il n'y en a pas des masses. Il y a un outil qui est pas mal qu'on peut avoir si on est télévacances, qui des fois on peut même se labelliser juste pour l'avoir, qui est OpenPro. Il y a Kigo qui est plutôt fait pour les agences de location saisonnière. Dès lors qu'on a plusieurs biens à gérer, Kigo c'est le plus évolué. Il y a un channel manager qui permet d'aller mettre ses dispos sur Airbnb, sur Flipkey, sur Holiday Letting. Enfin, c'est vraiment, il est top. Et puis MS Pro qui est proposé aussi par la centrale, qui a le mérite aussi d'avoir, voilà, on gère aussi le multicanal de cette manière-là, on a le même planning, et on peut aussi vendre en direct sur son propre site. Et c'est l'atelier de cet après-midi. Voilà. Mais on n'a pas pléthore d'outils comme on peut avoir sur l'hôtellerie. Pour les chambres d'hôtes, on a un peu la même chose, par contre on va avoir donc souvent quand même plus de professionnalisme de manière générale par rapport au web, et puis une distribution qui s'apparente de plus en plus à l'hôtellerie. C'est clair que là, les témoignages qu'on a eus le confirment. Donc côté après distributeur, alors côté point clé, pardon. L'idée c'est d'avoir un site web pro. Alors je suis passé sur le problème c'est le budget souvent sur cette filière-là, que ce soit meublé, etc. Alors parfois c'est du complément d'activité, parfois c'est de l'activité principale, mais en même temps on n'est pas sur des budgets de camping ou même d'hôtel. Enfin d'hôtel et même de camping, faut le faire dans ce sens. L'idée c'est plutôt comment à 100 € maximum j'arrive à avoir un site web pro. Voilà, il y a Jimdo, il y a Wix qui sont très bien, avec une adaptation mobile. Donc je veux dire pas d'excuses de dire j'ai pas les moyens de... Non, je refuse. C'est tout à fait jouable. Et après être présent sur les principaux annuaires. Donc là pour la location, il faut être honnête, le réseau HomeAway, c'est quand même, enfin de tous les retours, vous pouvez me dire, je sais pas, il y a peut-être des réalités à Bergerac que je ne maîtrise pas, mais c'est quand même le plus efficace et le plus utilisé. Dora Britel, et c'est très cher. Ça, c'est très cher. Ah ouais? Ah non, c'est sûr. Ah, il faut l'analyser, vous avez raison, il faut faire comme ça, effectivement. D'accord. Ah ouais, moi je me suis amusé pour une propriété à prendre le top du top de tout. J'arrive à 1548 €. C'est cher, effectivement. Bon, par contre, enfin, je sais pas, mais souvent sur les retours, quand même, à Britel, c'est. Bon, je suis assez surpris. J'ai vu des forums où les gens sont dessus, c'est vrai qu'ils ont beaucoup augmenté récemment. Les tarifs? Ouais. Ah bah ça c'est sûr. Ils ont pratiquement doublé en 4-5 ans là. Ah, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais sur l'efficacité, ça reste encore normalement plutôt pas mal. On paye ça. Ouais, c'est sûr. Ça reste la référence sur la filière. Après, à analyser, évidemment, si ça vous apporte rien, vous arrêtez. Au plus ça coûte. Vous avez bon coin, vous avez tous essayé bon coin, forcément, c'est gratuit. C'est pas gratuit. 50 €. Vous êtes professionnel, c'est pas gratuit. Ah oui. Eh oui, 50 €. Ça reste pas cher quand même, globalement, pour le service rendu. 15. C'est cher. Ça peut nous être gratuit, ça en fait, si on n'est pas. Oui, Jacques a Britel. Mais en version. On peut la mettre comme ça, comme ça, Quand le bon coin. Ok, c'est pas tout à fait gratuit, je peux réagir, parce que je vais me faire Oui. Pas forcément. Vous avez tous les annuaires traditionnels, alors j'ai entendu que ça marchait moins bien, je sais plus qui me disait ça, enfin, c'était plutôt pour les parties chambres d'hôtes. On verra tout à l'heure. Donc tout ce qui est agite, voilà, etc. Pour les vacances, Locasun, Agite, France Voyage, enfin, c'est sûr qu'ils sont vieillissants ces sites-là, et globalement, à part certains qui se sont un petit peu rénovés, ils sont quand même, on sent qu'ils ne sont pas sur la bonne pente. Après, localement, ils peuvent potentiellement bien fonctionner. Le truc, c'est que là, chaque territoire peut avoir quand même ses spécificités. Là, l'idée, c'est de faire un panorama, à vous de voir. En tout cas, vous devez y consacrer, j'ai quelqu'un qui me disait consacrer une semaine de location à sa présence sur les annuaires. Je pense que la logique, elle n'est pas évidente. Sur le budget consacré. Minimum. Vous avez des labels, évidemment, dès lors qu'on est labellisé, on a au moins
cette présence-là, sans forcément être présent dans la centrale de réservation, les sites institutionnels évidemment. Et puis vous avez côté annuaire, on n'a pas tout à fait les mêmes, hein, il y a bedagbreakfast.com, .fr, vous utilisez ça? J'ai eu. Ici non, ça ne marche pas. Donc si, la première année. Ouais. Et puis son limite correcte. Si vous ne rabonnez pas, si vous ne voulez pas vous rabonner, font du forcing et même ils m'avaient débité. Ouais, forcément, c'est moyen. Bon. Et après, on a des, en fonction de votre produit, il existe des annuaires de niche. Alors, je ne sais pas tous dénicher pour vous, mais vous avez une chambre d'eau de design, vous avez celui-là. Chambre d'eau plutôt de charme, vous avez du spa, c'est ça, maison et bien-être. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir trouver éventuellement en fonction de votre l'annuaire spécifique pour. L'idée c'est de le tester, hein. Si jamais ça ne fonctionne pas, c'est pareil, on retire ses billes, mais bon, vous êtes obligé de tester pour savoir si ça fonctionne. Donc ça peut être intéressant. Et puis après, là on est plutôt sur une approche sur le marché français, hein, globalement. Après, il y aura des approches spécifiques à avoir en fonction des marchés. Après sur les distributeurs, effectivement les centrales de réservation locales, qui font globalement bien leur boulot, on a Airbnb. 3%, ça c'est pour les chambres d'eau? Non, pour tout. Airbnb aussi, c'est pour... Bah ouais, tout, puisque en fait, c'est l'hébergement chez l'habitant à la base. Oui. Moi j'ai ma maison, je pars en vacances, je veux la mettre une semaine sur Airbnb, je peux. La chambre, tout ce qu'on veut. Ce qu'il y a, c'est que si on regarde Airbnb, et ce qu'on appelle l'économie collaborative, c'est-à-dire l'économie entre particuliers, d'un point de vue du professionnel, on se dit comment tous ces gens-là qui sont ni déclarés, qui ne travaillent pas forcément à la télé chez eux, etc., sont dessus. Ça, c'est une réalité souvent. Par contre, si on se met d'un point de vue du client aujourd'hui, lui, le client, qu'est-ce qu'il lui fait sur Airbnb? Pourquoi ça fonctionne? Pourquoi ça Pourquoi ça fonctionne bien pour lui sur Airbnb? C'est parce qu'il y a d'abord un système de confiance, puisqu'il y a des avis. J'ai été satisfait de la location, qu'il y a des photos de superbe qualité, puisqu'il y a 3000 photographes employés par Airbnb qui peuvent vous envoyer directement chez vous un photographe et vous laisser gratuitement les photos pour votre propre utilisation, avec des photos très sympas. Si vous y allez, faites au moins ça, parce que ça c'est gratuit, même si vous partez après, vous pourrez utiliser les photos. Et parce qu'il y a un excellent service client à Airbnb aussi, puisque à n'importe quelle heure, ça fonctionne très bien. Et donc, du coup, du point de vue du client, lui, que ce soit quelque chose de déclaré ou pas, aujourd'hui, c'est ensuite, d'après moi, à nous, les offices de tourisme, collectivités, à contacter tous les propriétaires qui nous sont à Airbnb pour leur expliquer que c'est organiser la location chez un particulier, et donc de prendre en compte la taxe de séjour, etc., etc. Et d'ailleurs, Airbnb, ils ont fait l'expérience à La Rochelle. Ils ont organisé des réunions de leurs hébergeurs avec l'office du tourisme. Ils sont demandeurs d'être dans la légalité. Mais en fait, le client aujourd'hui, il va vraiment aimer et apprécier ce type d'échange. Et lui, il est chez un particulier. Il a l'impression ou pas de faire la bonne affaire. Alors peut-être qu'une des raisons, mais parce que moi j'ai pas assez de recul, sur beaucoup de demandes, mais pas beaucoup de concrétisation, c'est peut-être le fait aussi qu'ils se disent que finalement, ils arrivent chez un professionnel et qu'au départ, ils cherchaient un particulier. Je suis pas sûr. Mais je suis pas sûr non plus. Parce qu'une chambre d'hôte, c'est quand même le même aspect. Bah oui, c'est ça, l'hébergement chez l'habitant, depuis toujours, c'est la chambre d'hôte. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vraiment. Et puis il n'y a pas que Airbnb, il y a Bellicasa, Séjourning, Windu, etc. Mais c'est vraiment un phénomène de société, quoi. Là, l'idée aussi, c'est ce que j'ai pu constater, alors je crois visiblement les retours que j'ai, c'est pas forcément encore dans ce sens-là, encore. Vu la courbe de progression d'Airbnb qui est juste délirante, hein, c'est un truc de fou. Hein. Des utilisateurs, à la fois du nombre d'hôtes qui rentrent à l'intérieur et des utilisateurs consommateurs. J'étais en Ardèche, donc c'est très rural, dans le nord Ardèche, on a quelqu'un qui était, chambre d'hôte d'ailleurs, qui était sur Airbnb, qui avait fait trois réservations, je crois, en 4 mois où il était présent sur des clientèles américaines. C'est-à-dire des gens qui n'auraient absolument jamais eu, même avec les annuaires sur lesquels il était présent. Donc ce qu'on peut constater, c'est que d'un côté, on a à la fois des annuaires, enfin des distributeurs un peu classiques, finalement, comme clientèle, potentiellement peut être vieillissante, notamment même des labels comme Gîtes de France, on sent bien qu'ils
ben voilà, on est sur une clientèle vieillissante, et Airbnb qui apporte finalement un petit peu d'oxygène avec une clientèle différente, plus jeune, plus internationale, et ben aujourd'hui c'est à 3%. Je suis très pragmatique, hein, il y a des risques de dépendance à terme aussi, comme avec Booking, hein, c'est une évidence, hein. Puis c'est aussi une concurrence déloyale pour l'hôtellerie. Il faut dire les choses comme elles sont, mais en même temps c'est aussi une opportunité. Donc voilà. Et puis c'est pratiquement là, je fais ma position actuelle, j'ai 8 chambres sur Airbnb au centre d'Arbrac, de 25 à 70 €, et je peux directement réserver. Sous réserve qu'on... Sous réserve, oui. Voilà, sous réserve de la validation. La validation. En fait, la transaction est déjà faite. Mais complètement. Ils ont complètement intégré la logique aussi. Alors ça c'est plus pour les techniciens du tourisme, mais il y a un truc qu'il faudrait, je sais pas, vous, responsable de la centrale, c'est dommage. Allez voir les conditions d'annulation de Airbnb. Mais c'est juste un cas d'école. Et puis il y a même de la réservation instantanée maintenant sur la page. Alors pour ceux qui auraient souscrit effectivement... Oui, parce qu'il y en a qui souscrivent à la réservation instantanée, là j'en ai plus de la moitié, qui sont en réservation instantanée, c'est-à-dire que je suis assuré. Ouais, c'est à vérifier, parce que souvent on a l'impression qu'on va au bout du processus et on vous dit attention, ça c'est sous réserve de la validation du propriétaire. Parce qu'ils savent qu'ils s'adressent aussi à des gens qui ne sont pas forcément professionnels, donc on a tout le système qui est professionnel jusqu'au bout, et à un moment la contrainte, on la rebascule finalement sur l'autre, qui propose ton logement, en disant soit tu le réserves très rapidement, soit sinon tu perds pas. On est d'ailleurs coté sur la rapidité. Non, mais ils ont complètement intégré toutes les problématiques qui pouvaient être des problématiques de développement de cette filière-là, ils l'ont complètement mis à leur profit. Enfin, c'est assez, d'un point de vue technique, moi je suis assez ébahi. Ouais, ça marche, c'est vraiment super. Bon, effectivement, c'est pas les seuls. On aura Flipkey qui fonctionne. Enfin, si vous regardez Flipkey, vous avez l'impression d'être sur Airbnb. Très honnêtement, c'est du copier-coller. D'ailleurs, le modèle est quasiment le même. Holiday Letting aussi. On a Abritel, alors sous réserve d'avoir déjà payé assez cher, la possibilité d'être en résa aussi direct à ces conditions-là. Bon, la Booking pour les chambres d'hôtes. Voilà, et l'autre point, ça va être, ça a été dit au final, c'est être réactif sur les demandes de réservation. Et être capable, alors quand c'est Airbnb, évidemment, la résa est gérée par Airbnb, puisqu'ils prennent leur com dessus et vous n'avez pas à vous en occuper. Mais une demande par mail qui arrive depuis votre site web, ça sera la même chose. C'est-à-dire que si vous êtes réactif dans les 2 heures, vous avez des chances de l'avoir. Si vous mettez 24 heures ou 48 heures, vous avez des chances de ne pas l'avoir. Voilà. Et donc, quand c'est à la dernière minute, pour se garantir, l'idée c'est d'avoir un outil au minimum, sans forcément faire de la vente en ligne, mais au minimum, vraiment le minimum, c'est de pouvoir encaisser des arts en ligne directement. C'est pour ça que j'ai mis deux petites choses qui sont PayPal par email ou PayPlug qui fait la même chose, qui vous permet d'envoyer sous forme d'email en fait une page web sécurisée dans laquelle vous allez rentrer le montant de l'art qui va être payé en ligne de cette manière-là. Ça fonctionne comme un portefeuille en ligne, vous serez prélevé d'une commission de PayPal 3,4%, et puis là c'est un peu moins cher, c'est 2,4%. Il y a PayPal email aussi. C'est ça, PayPal par email, c'est ça, c'est bien. Mais par contre, ça reste les mêmes conditions que PayPal en fait, sur le taux de com. Mais le mieux reste quand même de proposer la réserve. Je vous ai remis les outils, puis je vous renvoie aussi à l'atelier de cet après-midi, cette partie-là. Et pour les prestataires de loisirs, il y en a pas. C'était dernier. Du coup, on est. Alors, je vais aller directement sur les points clés. Ça va être visible sur les smartphones, puisque le gros de l'intérêt de votre produit, de plus en plus, surtout qu'on sait maintenant que techniquement on peut avoir l'info quasiment de manière instantanée, va se faire en séjour. Bon, auparavant, je travaillais dans les Cévennes, on a développé une place de marché en fait, un système de réservation en ligne, ce sont des professionnels qui se vendent eux-mêmes. Et je rêvais de voir des gens qui préparaient à l'avance leur hébergement. Puis je me disais, tiens, je ferai peut-être une petite randonnée, je vais mettre dans mon panier, puis ça. Puis je vais acheter une panier dynamique comme ça. Je crois que je suis resté 5 ans, on a dû en vendre 2 des paniers dynamiques. Là, ça se fait pas. Et aujourd'hui, je constate auprès de collègues, etc., ça ne se fait toujours pas. La réservation de loisirs à l'avance, sur quelques points clés où il se fait, si vous voulez voir la Lambra à Grenade, vous avez plutôt intérêt de réserver à l'avance. C'est particulier. Souvent, ça va se faire en séjour. Donc c'est pour ça que vous n'étiez pas jusqu'ici trop inquiété par la vente en ligne.
dans la mesure où, finalement, le business, il était surtout sur place. Donc, ce qu'il fallait faire, c'est être visible partout avec des flyers, avoir un bon numéro de téléphone, toujours quelqu'un pour décrocher, prendre des résas, de cette manière-là. C'est de moins en moins vrai aujourd'hui avec les smartphones et les tablettes, dans la mesure où ces outils-là donnent la possibilité de réserver en ligne en ces jours. Et c'est vraiment une pratique qui va, à mon avis, se développer. Donc, c'est logique d'être visible sur les smartphones, c'est une évidence. De soigner ces prescripteurs locaux et d'aller peut-être jusqu'au bout, c'est-à-dire de transformer un hébergeur en distributeur. Je rêve peut-être. C'est intéressant. Avec une logique d'apporteur d'affaires, hein, pourquoi pas. Hein. C'est-à-dire que c'est aussi un travail hein, de passer un moment en prenant une résa pour le compte d'eux. Tout à fait s'envisager. Éventuellement, faciliter aussi la résa en ligne, donc avec une interface aussi la T-Mobile. On va beaucoup tourner autour de cet aspect de mobilité là-dessus. Déjà, la base, ça va être d'être présent sur les principaux supports utilisés en mobilité par les touristes. On les a vus. Hein. C'est Google Adresse, Google Plus Local. C'est une évidence de vraiment très très bien gérer. Et TripAdvisor. Si on devait en retenir deux, c'est vraiment cela. Et sur mobile, si votre site n'est pas adapté mobile, ça donne un truc comme ça. Là, on est dans les Hautes-Alpes. Hein. J'ai tapé rafting Hautes-Alpes sur mon smartphone. J'y étais, la gare. Ben voilà. Alors, on tombe là-dessus. Après, alors soit on a très envie de faire du rafting, et on continue. On zoome, on cherche le numéro de téléphone comme il veut. Enfin, on affiche le numéro de téléphone. Mais on a une chose qui s'est un peu cassée là dans le processus. Là. Tout est fluide, tout est nickel, et boum, on arrive sur votre site. Et là, ça va pas. C'est crucial là, d'être adapté mobile. Donc là, les solutions, il y en a pour tous les budgets. Enfin, les premières, même un Gymno, il y a une version mobile, donc c'est tout à fait possible. Wix, c'est la même chose. Et après, effectivement, on va avoir du responsive, donc avec WordPress, ou même avec Joomla, je vais peut-être des petits exemples. C'est des thèmes qui sont existants. Vous avez les liens derrière qu'on peut trouver. On fait des choses quand même super sympas. L'idée du responsive, c'est qu'on va au-delà de la simple adaptation mobile, c'est qu'on aura aussi une version super sympa aussi sur tablette. On sait que de plus en plus, les tablettes sont présents en vacances. Donc avec du Wi-Fi dans le camping, typiquement, qu'est-ce qu'on fait cet après-midi en famille? Ça va se faire sur la tablette. Donc là, plus vous allez avoir une expérience utilisateur intéressante et sympa, enfin un site, je sais pas, j'ai fait en Ardèche pareil, du coup, il y a des loirs de canoë, il y a pléthore, quoi. Je vous assure qu'un super site en responsive design par rapport aux autres qu'on trouve sur TripAdvisor et qui a des meilleurs avis, etc., il fait un carton plein par rapport aux autres. Il n'a pas besoin, il remplit d'autres choses. C'est l'argument que j'aime pas trop, qui peut aussi y arriver, mais globalement, ça sera un point très très bien. Après, il y a quand même quelques petits distributeurs qui sont un peu petits, qui sont plutôt des gros distributeurs qu'on ne connaît pas trop en fait en France. Mais qui vont vous permettre d'avoir une visibilité à l'international, donc ça peut être intéressant. Alors il y a Viator, j'attends toujours qu'ils me donnent dans leur code community, je ne mets pas d'interrogation. Je crois que c'est autour de 20%, mais je ne sais pas trop. Et Get Your Guide aussi. Le gros intérêt de ces deux-là, c'est qu'ils sont en lien avec TripAdvisor, comme ils ont dit là. Et en fait, vous avez le bouton réservé, comme on l'a sur l'hôtellerie avec Booking, sur du loisir, on l'a aussi avec ces sites-là. En étant distribué sur Get Your Guide, donc ils sont quand même beaucoup plus accessibles, je vous dis, pour les avoir contactés. On parle plutôt anglais quand même. Donc on est à, tout dépend de la prestation qu'on vend. Le taux de commission sur une prestation de balade en hélico ne sera pas à 22%, ça sera bien moins parce que le prix est important. Voilà, tout dépend de ce qu'on fait. En moyenne, ils m'ont dit autour de 22%, mais ils regardent le produit et ils vous donnent le taux de commun. Donc on est l'équivalent d'une agence en ligne, c'est ça. Bon, très intéressant parce qu'au-delà de leur propre réseau de distribution, ils sont aussi présents avec, on a dit aussi avec Holiday Check, qui est un site d'avis très utilisé par les clientèles allemandes. Voilà, permet d'être distribué sur ces sites-là. Moi, j'ai mis ne pas faire n'importe quoi non plus sur la distribution, c'est je parle de Groupon. J'ai un avis très tranché hein, sur Groupon. Je n'ai pas d'action chez Groupon, tout ça, tout le monde le sait. Non, dans le sens où pour plusieurs raisons. Bon, déjà, c'est quand même commercialement un peu fort. De base, ils vous demandent 50% du prix de votre prestation et 50% de commission. C'est vrai, hein, je plaisante à moitié. On ne fait pas encore de chèque au client. Non, voilà.
ça passe encore. Et d'autre part, ils ont une emprise très locale. Donc je suis désolé, pour travailler localement, il y a d'autres leviers. Quoi. Vous vous déguisez en carotte et vous flyez sur centre-ville de Bergerac avec moins 10% ou moins 15% de remise, ça marchera aussi bien. Pour se déguiser en carotte. Ouais, mais non, je veux dire, on peut avoir des actions en local beaucoup plus pertinentes que celle-là. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à ne pas utiliser ce réseau. Et dernier point, je pense que l'avenir de la résa en ligne sur le loisir et en local, en fait, c'est qu'il y a des moyens de structurer localement. Alors là, l'Office de tourisme a un rôle, j'allais dire, majeur et premier, de structurer la distribution des loisirs en local. Alors j'avais pris cet exemple-là, j'avais pris à Pau en fait, de Biarritz, qui sont descendus en fait, des intéressants qui sont sortis de leur office pour aller là où étaient les clients et ils prenaient des raisins en direct. Ils avaient une tablette, un TPE et leur système de raisin. Hein. Et évidemment, ils vendaient majoritairement des prestations de loisirs. Qu'est-ce qu'on peut faire cet après-midi en famille? Vous avez tel musée, vous avez tel truc. Si vous voulez, on réserve. Ah bon, on réserve? Oui, on réserve. Donc ça, c'est un point intéressant, mais évidemment, en premier lieu, et c'est ce qu'a souligné Jean-Luc tout à l'heure au début, c'est que le premier prescripteur, c'est l'hébergeur dans lequel on se situe. Le camping, la chambre d'eau. À qui on souvent va demander conseil d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut faire cet après-midi? Souvent, vous les conseillez. Voilà. Là, si vous savez leur mettre à disposition un site de séjour sur tablette où on peut réserver, voilà, où il y a un code éventuellement pour dire cette réserve provient de tel hébergeur, donc il y a une rétribution de commission sur le travail qu'il a fait, etc. On arrive à des trucs qui sont quand même assez efficaces. Et je crois vraiment qu'au vu des chiffres, alors je pense que je vous ai mis les chiffres, ouais. 22% des foyers en France équipés de tablettes, 60% des touristes ont un smartphone. Ça, c'est juste à maintenant. Et globalement, ils partent avec en vacances. 40%, en 2013, 40% des Français partis avaient un terminal mobile avec. Ou un smartphone, ou une tablette, ou un PC, ou des droits. Et des taux de progression, bon, voilà. Donc demain, il y aura tous ces appareils-là connectés en vacances, donc sous réserve qu'il y ait du Wi-Fi dans l'établissement, dans la destination. Sous réserve qu'il y ait une structuration globale des loisirs, avec de préférence quand même un outil de réseau commun, parce que sinon c'est galère. Il y a des trucs super à faire en avis de ce point de vue. Donc là, c'est le concept qui est cher à mes amis consultants normaux, touristiques et émotionnels, d'Internet de séjour. Mais c'est vrai que l'Internet de séjour, ce qu'on appelle l'Internet de séjour, c'est le fait de mettre à disposition du Wi-Fi et qu'on maîtrise en fait. Hein. Voilà. Une des aspects, commencer par là. Mettre du Wi-Fi territorial à disposition des touristes, repris évidemment par les hébergeurs, c'est le point d'entrée pour, j'allais dire, après derrière, construire un site de séjour, proposer de la réservation en ligne et développer des ventes en ligne, en séjour, de prestations de loisirs. Il y a un gros levier de progression là-dessus. Je ne sais pas si c'est des choses qui ont déjà été envisagées, resées. Complètement, déjà commencer par la prescription locale. Parce que ce que on voyait, c'est que 40% ils regardent l'information qu'il y a dans la chambre, mais également 30% ils demandent à l'équipe qui les reçoit. Donc d'après moi, le numérique, c'est un outil super pratique pour pouvoir réserver directement. C'est-à-dire que depuis ma chambre d'hôte, pas être obligé de prendre le téléphone pour dire je t'envoie 2 clients cet après-midi à 14h, mais pouvoir le faire directement. La transaction financière et tout, ça c'est super bien. Mais par contre, le prescripteur, ce sera la réassurance sur la prescription, même si je peux avec la tablette dans la chambre d'hôte montrer le balade en canoë avec 3 photos, c'est quand même le propriétaire de la chambre d'hôte qui fera la prescription. Parce que c'est la personne que je crois. Et ça c'est extrêmement important d'arriver à organiser ce réseau entre activités de loisirs et hébergeurs. Et là, c'est vrai que ce que disait Mathieu sur le rôle du tourisme, pour coordonner, organiser tout ça, avoir des outils. Maintenant, il y a des outils comme AOU. Oui, après, il y a des outils techniques. Techniquement, il y a la solution. Et par contre, c'est vrai que c'est organiser tout ça. C'est tout l'état des marchés, comme City Break ou même, je sais pas, B2F, j'ai pas regardé, mais il peut y avoir. Oui, non, c'est pas l'idée, c'est qu'il y a un standard quand même commun, parce que là, pour le coup, après, ça peut être compliqué de ne pas avoir tout le monde sur le même dispositif.
Oui. Si on a un on peut le recommander. On peut le mettre et puis aussi faire directement les réservations pour passer à ça. C'est-à-dire que directement, si je propose d'aller faire la réservation, je peux directement réserver depuis l'hébergement pour les visiteurs. Et je suis rétribué. J'avais terminé, c'est combien? Alors, pas de questions.